Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Revenons tout de suite sur ce qui s'est passé hier soir dans l'hémicycle. L'extension de la PMA n'était pas adoptée de manière officielle, mais c'était un peu tout comme, puisque les amendements de suppression, eux, ont été rejetés. Fabien Recker nous explique cette petite subtilité du processus parlementaire. Pour l'adoption 126 contre 162, le Sénat n'a pas adopté. En rejetant les amendements qui visaient à supprimer l'article 1 du projet de loi bioéthique, le Sénat donne son feu vert à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Au terme d'un débat qui a vu s'opposer convictions personnelles et lignes politiques. J'ai longuement réfléchi et je ne peux être en accord avec ces nouveaux droits comme vous nous les avez présentés, mesdames les ministres. Il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant est une personne, un sujet de droit et ne peut donc être le sujet du droit d'un tiers. Une voix isolée à gauche. Socialistes et communistes ont dans leur grande majorité défendu la PMA pour les couples de femmes. L'évolution qui nous est proposée répond à une demande profonde, celle d'une société qui veut avoir des enfants dans des formes différentes et qui, pour cela, demande l'accès à une technique qui ne met en rien en cause les principes fondamentaux de notre éthique. Je vous remercie. Merci. La droite apparaît-elle plus divisée? Le patron des LR, Bruno Retailleau, menant l'opposition à cet article 1. Aujourd'hui, quelqu'un peut-il prouver que l'absence de père n'a aucune conséquence? L'expérience personnelle que j'en ai tente à montrer que ça peut poursuivre un individu adulte toute la vie. Voilà, donc on doit pouvoir évidemment s'interroger sur cette rupture anthropologique. C'est un pari anthropologique. Une droite où d'autres voix se sont pourtant fait entendre, comme celle de Roger Carucci, favorable à la PMA pour toutes. Je ne vote pas la loi, ni sur ces sujets-là, ni sur les autres, en fonction de mes convictions personnelles, mais en fonction de mon intime conviction de ce qui peut se faire de mieux ou du moins mal possible pour la société et pour les évolutions. Près de la moitié du groupe Les Républicains n'a ainsi pas voté la suppression de cet article emblématique du projet de loi bioéthique. Parmi les autres sujets au menu de la discussion concernant la PMA, la levée de l'anonymat pour les donneurs. Allons plus loin donc avec vous, Loïc Hervé. J'imagine que vous suivez de très près ces débats sur la PMA. Qu'est-ce que vous avez voté, vous, hier soir? Alors moi, j'ai voté les amendements de suppression, c'est-à-dire que j'ai voté contre. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à comprendre en termes de procédure. Enfin, j'ai voté contre l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Et j'ai un argumentaire que j'ai donné en séance hier. Qui est le suivant. Je pense que ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets de bioéthique. Ce sont des sujets de droit civil, de filiation, des sujets de société. La bioéthique, c'est pas ça. La bioéthique, c'est la recherche médicale, l'encadrement de la recherche médicale, les questions embryonnaires, les questions sur les cellules souches, tout ça. Ces questions-là ne sont pas des questions proprement parler ça ne devrait pas figurer absolument dans ce pas. projet de loi. L'occasion a fait le larron et puis le gouvernement a profité de cette occasion pour permettre de mettre dans le droit un engagement du président de la République pendant sa campagne présidentielle. Et ça, on ne peut pas lui en faire grief, mais on ne peut pas dire que c'est un sujet de bioéthique. Mais c'est pas pour ça que vous votez contre l'ouverture de la PMA. C'est pas pour ce principe-là, je veux dire. Alors, encore une fois, l'assistance médicale à la procréation est légale en France depuis près d'une quarantaine d'années. Il s'agit là de savoir si on l'étend à des couples de femmes ou à des femmes célibataires. Et sur cette question-là, moi, je trouve que le droit actuel permet de répondre à la plupart des sollicitations. J'ai dans mon entourage, moi, des personnes qui sont dans ce cas de figure et où l'adoption par la mère qui ne porte pas l'enfant permet de construire une parentalité avec la mère de l'enfant qui donne naissance à l'enfant et la mère d'adoption. Et d'ailleurs, dans l'article 1er dont nous allons parler, dont nous parlons encore aujourd'hui, on aura, et dans l'article 4 aussi, on aura besoin de revenir sur ces sujets-là. Parce que quand je dis que ce ne sont pas des sujets de bioéthique, ce sont des sujets de droit, et moi qui siège à la commission des lois, la manière dont on établit la filiation dans le droit français, qui est un droit, qui est un héritage de notre droit romano-germanique, c'est pas rien.
En quelques secondes, Samia, vous aviez une question. Oui, la différence principale quand même, c'est qu'aujourd'hui, tous ces couples de femmes sont obligés d'aller à l'étranger et la loi leur permettra de le faire en France. C'est aussi ce que dit Agnès Buzyn, elle dit que c'est dangereux même de devoir faire à chaque fois ce voyage pour aller se faire inséminer à l'étranger. Ça pourrait être fait en France. Je l'entends. Mais ça n'a pas été un argument suffisamment important pour moi pour que je me prononce en faveur de cette extension-là. Et ce texte, on va continuer d'en parler sous une autre forme avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Quentin Calmet, on commence donc avec vous. Vous vous êtes penché, c'est ce que je disais en introduction, sur ces quelques cas de sénateurs et sénatrices qui ne sont pas allés dans le sens de la majorité de leur groupe sur cette question de la PMA, ce qu'on pourrait un peu appeler les rebelles de leur groupe, quoi. Oui, pour commencer, Rebecca, je voulais vous montrer l'image du vote hier soir à 23h30 dans l'hémicycle. Elles sont intéressantes, ces images, parce qu'il y avait un suspense assez fort à ce moment-là. Rien n'était sûr, en fait, sur l'issue du scrutin. Et on voit les patrons de groupe qui s'affairent. Beaucoup d'agitation autour de ce vote, même avec le recours à des huissiers qui viennent aider à la manipulation informatique. C'est la pagaille, car on ne sait pas très bien dans chaque groupe qui vote quoi, et donc il faut comme cela ajuster le vote jusqu'à la dernière seconde. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on était dans les travées de l'hémicycle et personne ne pouvait nous dire quelle serait l'issue de ce scrutin. Et c'est donc lié au fait que dans chaque famille politique, il y a des sénateurs pour et des sénateurs contre la PMA pour toutes. Attention Rebecca, sujet sociétaux sur ces textes, il n'y a jamais de consigne de vote dans les groupes politiques. Certes, la droite est davantage conservatrice sur ces questions, la gauche est plus ouverte, mais le clivage gauche-droite ne permet pas de comprendre à lui seul le vote d'hier. Est-ce qu'on peut regarder les détails pour les 3 principaux groupes au Sénat ? Allons-y, c'est parti. Allez. Je vous propose de commencer par le principal groupe au Sénat, les LR. Sur 144 sénateurs, regardez, 83, une large majorité, et défavorables à l'extension de la PMA, 23 sont pour, tandis que 38 ne prennent pas part au vote ou s'abstiennent. Ainsi, on a pu voir donc Roger Carucci, Alain Houpert, ou encore Sophie Primas, la présidente de la Commission des Affaires Éco, ou encore Alain Milon, mais on le savait, le président de la Commission des Affaires sociales, tous votés en faveur de cette extension. On change de groupe, on va vers le deuxième groupe en importance, les socialistes. Regardez, 71 sénateurs, une très large majorité a voté en faveur de la PMA. 3 sont contre quand même, 2 s'abstiennent. Et enfin, les centristes, Loïc Hervé, votre groupe, regardez. Eh bien, je ne vais pas vous surprendre, c'est moitié-moitié. Sur 51 sénateurs dans votre groupe, 24 étaient contre l'extension de la PMA, 17 pour, 5 n'ont pas pris part au vote. Un dernier mot, Rebecca, quand même, pour signaler que 5 sénateurs de la majorité présidentielle ont voté contre l'extension de la PMA sur un groupe LREM qui contient 24 sénateurs. Autre élément, Quentin, ces sénateurs qui ont voté justement différemment de la majorité de leur groupe, eh bien aujourd'hui, ils dénoncent des pressions. Voilà, des pressions avant le vote sous la forme de courrier, c'est assez classique, mais là aussi avec des tweets parfois menaçants. Et écoutez par exemple la sénatrice LR de l'Essonne, Laure Darcos, elle était assez émue quand on l'a rencontrée tout à l'heure. Elle est favorable à l'extension de la PMA et elle a reçu des messages menaçants, regardez. Je vais même vous le dire, vous le lire. J'ai reçu, l'un parmi d'autres, un tweet très sympathique au petit déjeuner en disant « Contre la majorité de son groupe, Laure Darcos a voté pour la PMA sans père. Amis républicains, si vous la croisez dans la rue, souvenez-vous-en. » C'est très sympathique. Moi, j'ai pris ces décisions en mon âme et conscience depuis plusieurs mois, de manière réfléchie. Et je le savais que ça serait sûrement à l'encontre de ma famille politique, j'allais dire de ma famille catholique, parce que je suis également très croyante, et de ma famille tout court. C'est mon expérience personnelle qui fait que je décidais d'aller dans le sens d'évolution de la société. Elle est émue, Oui, tout à fait. Elle était très, très émue quand elle nous a parlé. D'autres sénateurs nous ont quand même dit que la situation était pire en 2013, au moment du mariage pour tous, où c'était parfois 10 fois plus de courriers que le nombre de courriers reçus aujourd'hui, qui étaient reçus dans leur permanence parlementaire. Mais à gauche aussi, on a senti une pression particulière, avec des tracts reçus jusque dans l'hémicycle au moment de l'examen du texte hier. Le signe que cette révision des lois de bioéthique est un moment important pour la Haute Assemblée. Écoutez Marie-Pierre de la Gontrie, une sénatrice PS. J'ai eu la surprise de voir assez vite dès le début de la séance, quand on a examiné le texte bioéthique, qu'un huissier m'a porté une enveloppe à mon nom, et dans cette enveloppe il y avait un tract
d'une association qui s'appelle Alliance Vita, qui milite à la fois contre l'IVG, contre la PMA, contre la GPA, etc. Moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que je trouve que ce n'est pas normal qu'on puisse tenter d'influencer un parlementaire dans l'hémicycle. Donc je trouve qu'en termes symboliques, c'est un problème, ce qui s'est passé hier. Alors, un dernier mot, Rebecca, pour mentionner avec une image la présence de Ludovine de la Rochère hier dans les tribunes du public de l'hémicycle du Sénat. Ça n'a pas plu à tous les parlementaires. Certains ont eu l'impression qu'il s'agissait là d'une forme de pression exercée sur eux à un moment où le débat doit se faire sereinement. C'est aussi votre sentiment, Loïc Hervé. Il y a eu des pressions dans ce dossier. Vous en avez subi, vous ? Bon, alors, les seules pressions auxquelles je peux être sensible, c'est celles qui sont dirigées contre ma famille. Il n'y en a pas eu. J'en ai vécu en tant qu'élu local, en tant que parlementaire, mais pas sur ce texte. Celle-là, elle me touche, et elle toucherait chacun de mes collègues. Je suis sensible à ce que Laure Darcos a expliqué. Quant à ce que Marie-Pierre de la Gontrie évoque, le Sénat est dans la société. Il vit, et on ne peut pas le couper de la vie de la société. La présence d'une présidente d'association dans les tribunes, mais c'est tout à fait fréquent et c'est même très sain. Les tribunes sont publiques, la séance est publique. Donc Madame de la Rochère est la bienvenue au Sénat. Elle a le droit de venir, elle a le droit d'être présente. Vous avez eu le sentiment de voter en toute liberté ? Moi, en toute liberté. Dans mon groupe, il n'y a eu aucune difficulté, aucune pression d'aucune sorte entre nous. Parce que les pressions qui sont évoquées tout à l'heure, c'est aussi des pressions internes. On parle des pressions externes. Au sein même du groupe ? Oui, franchement, il n'y en a eu aucune chez nous. Et les parlementaires centristes se sont exprimés comme ils l'ont voulu. Et on a organisé depuis 6 mois des auditions à l'intérieur du groupe qui permettaient aux différentes sensibilités de venir s'exprimer devant nous. Donc, il faut toujours bien savoir ce que c'est qu'une pression et savoir qu'on légifère aussi par rapport à quelque chose qui intéresse la société civile et qui intéresse les Français. Donc, je fais une distinction entre l'action normale d'une démocratie et puis des pressions qui peuvent être ciblées sur une personne et qui sont, elles, tout à fait condamnables. Vous pensez quand même que des enseignements ont été tirés aussi de 2013, où là, pour le coup, les pressions étaient certainement beaucoup plus fortes ? Oui, parce qu'on ne légifère pas tout à fait dans les mêmes conditions. L'opinion est plus favorable qu'elle ne l'était sur ces questions-là de société qu'à l'époque. Et deuxièmement, aujourd'hui, l'opinion n'a pas le regard tourné vers ces questions-là comme elle pouvait l'avoir au moment de la loi Taubira. Donc, ça crée un contexte qui, quand même, le contexte social actuel fait que les pressions sont forcément d'une autre nature ou beaucoup moins fortes. D'ailleurs, dans vos visuels, on est toujours pour ou contre la PMA. C'est pas le sujet. Pour ou contre l'extension de la PMA. On essaie de simplifier. Je sais, mais le débat est compliqué. On nous a rappelé quand même dans l'hémicycle, ou en commission spéciale, que ceux qui sont défavorables à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires seraient peut-être aussi des gens qui auraient été contre le mariage pour tous ou carrément contre l'IVG. Moi, j'étais pas né quand la loi Veil a été votée en France et ce type de raccourci qui a été fait par Marie-Pierre de la Gontrie quelque part en citant l'action d'Alliance Vita est préoccupant de mon point de vue puisque ça fait qu'il y a un phénomène de généralisation et qu'à partir du moment où on aurait une idée sur un point précis, on serait forcément solidaire de l'ensemble de l'histoire. Le corpus idéologique et aussi. Si on voit bien, vous l'avez démontré que ce n'est pas le cas. On va aller dans l'hémicycle puisque l'examen du texte continue. C'est Alice Bardot qui suit tout cela de très près pour nous. Alice, où en est-on dans l'examen de ce texte ? Alors Rebecca, actuellement les sénateurs parlent de la PMA post-mortem. Alors la PMA post-mortem, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit pour une femme de poursuivre le processus d'une PMA après le décès de son conjoint grâce à des spermatozoïdes ou des embryons congelés. Alors pour rappel, la PMA post-mortem est actuellement interdite en France. Les embryons conçus avec le conjoint décédé sont donc donnés ou détruits. Mais certains sénateurs à gauche de l'hémicycle, notamment, ils sont favorables. Ils ont un argument. On ne peut pas d'un côté autoriser les femmes célibataires d'avoir recours à la PMA
l'État et de l'autre le refuser aux veuves qui l'avaient engagé avec leur conjoint avant son décès. Un paradoxe selon de nombreux sénateurs puisque ces femmes deviendraient de facto des femmes seules et pourraient donc recourir à un tiers donneur à défaut de pouvoir utiliser les gamètes ou les embryons de leur conjoint décédé. Mais la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a bien tenu à distinguer les deux situations. On l'écoute. Je pense qu'une femme seule, et j'en ai auditionné énormément, qui construise un projet parental dans l'AMP pour les femmes célibataires, est une femme qui a mûrement réfléchi le fait d'accueillir un enfant seul, qui a construit un référentiel souvent familial avec une altérité paternelle dans des oncles, des amis, qui a construit une forme de nidation dédiée à ce projet parental seul. Alors vous l'aurez compris, le gouvernement est opposé à la PMA post-mortem, de même que la rapporteure LR de la commission Muriel Jourdain. On l'écoute. L'intérêt de la femme qui a fait ce projet, il est peut-être, ça n'est même pas sûr d'ailleurs, mais peut-être, de bénéficier de cet embryon. En face, nous avons, et c'est toujours ainsi dans ce projet de loi, l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est un enfant qui va naître orphelin de père, et la loi l'y aura autorisé, et c'est un enfant, excusez-moi de le dire d'une façon aussi crue, mais c'est la réalité, qui va naître d'un mort. Ce qui est évidemment, lorsqu'on parle de rupture anthropologique, une rupture assez forte, puisqu'on ne fait plus la distinction entre le vivant et le mort. Voilà ce entre quoi vous avez à choisir, mes chers collègues. Même si ce n'est pas sa conviction personnelle, Muriel Jourdain a défendu la position de la Commission favorable à l'ouverture de la PMA post-mortem dans un cas bien précis, lorsque les embryons ont déjà été conçus avant le décès du conjoint. Donc une proposition LR qui ne concernerait que quelques cas exceptionnels, 1, 2 ou 3 cas en 10 ans, a précisé tout à l'heure la sénatrice LR Catherine Procaccia. Cette proposition de la droite pourrait donc être un juste milieu entre le droit existant qui interdit totalement la PMA post-mortem et ce que propose la gauche qui souhaite l'ouvrir plus largement que ce que souhaite la droite. La PMA post-mortem a jusqu'ici été rejetée à chaque révision de la loi bioéthique et il faut rappeler que l'Assemblée nationale l'a rejetée. Alice, en quelques mots, Loïc Hervé, cette PMA post-mortem, puisque c'était l'un des grands sujets du jour. Alors moi, c'est pas difficile pour moi, puisque je suis défavorable à l'extension de la PMA. Je suis aussi défavorable à la PMA post-mortem. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve qu'il y a une cohérence dans la mesure où on a ouvert la PMA comme elle a été votée ou quasiment votée par le Sénat hier. À ce qu'on se pose ces questions-là. Et d'ailleurs, vous avez remarqué la dignité des débats sur ces sujets-là, la gravité des débats, parce qu'on touche des sujets qui touchent des situations individuelles extrêmement difficiles. Et évidemment, la veuve, on parle d'une veuve qui aurait, après avoir recueilli l'accord du conjoint de son vivant, que cette PMA post-mortem puisse avoir lieu, elle est dans le droit actuel contrainte à un double choix, soit la destruction des embryons ou des gamètes, soit le don à une autre femme qui pourrait être célibataire et qui pourrait avoir droit. Donc moi, je voterai contre par principe à cette PMA post-mortem, mais je comprends les arguments dans la mesure où l'ouverture a été faite, qu'on puisse avoir ce débat, et je comprends que certains collègues veuillent aller plus loin. Je constate quand même que ce sont des portes ouvertes les unes après les autres. Hier soir, on a évoqué la question des transsexuels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la PMA est ouverte, il y a d'autres questions qui se posent en cascade et sur lesquelles les mêmes questions morales, juridiques se posent à chaque fois. Avec nous pour Sénat en clair ce soir, Rémi Féraud, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Bruno Sido, bienvenue, sénateur LR de la Haute-Marne, ancien président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous êtes signataire d'une tribune contre la PMA dans le Figaro, c'était en avril 2018. Alice Coffin, bienvenue. Vous êtes candidate Europe Écologie Les Verts dans le 12e arrondissement de Paris et cofondatrice de la conférence européenne lesbienne. Nous attendons également Dominique Quignot, qui est membre du comité consultatif national d'éthique
bioéthique. Elle nous rejoindra d'ici quelques minutes. Bruno Sido, l'Assemblée a dit oui à l'extension de la PMA, un oui clair. Au Sénat, on se dirige aussi vers un oui un peu plus petit, avec des bémols. Bruno Retailleau nous dit toute la bataille, c'est d'installer des garde-fous. Vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là ? Écoutez, nous avons été élus les uns et les autres avec nos convictions. Et naturellement, ce n'est pas parce qu'il y a un sujet qui est dans l'air du temps qu'on doit refuser de suivre ses convictions parce que nos électeurs nous regardent. Elles peuvent évoluer ces convictions au contact, au moment des débats, justement. Elles peuvent évoluer au moment des débats, c'est pour ça qu'il faut y assister, y participer. Mais pour l'instant, je ne vois pas effectivement l'opportunité d'étendre la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. Bon. La PMA a été faite pour les couples stériles, plus ou moins stériles, au départ, ça a été fait pour cela, et pas du tout pour favoriser la naissance d'un enfant dans un couple homosexuel, de lesbiennes. À vrai dire que ces personnes qui sont tout à fait respectables, je le précise, mais qui ont fait le choix d'être unisexes, si je puis dire, elles savaient bien dès le départ qu'elles ne pourraient pas avoir d'enfants. Donc on a trouvé, c'est une extension de la PMA, pour convenance personnelle. Alors on pourra discuter, ça viendra peut-être dans la discussion d'ailleurs, du remboursement par la sécurité sociale aussi de cet acte PMA. On y viendra, bien sûr. On y viendra, parce que là c'est particulièrement choquant, je trouve. Voilà, donc moi je fais partie de ceux qui persistent dans la non-extension de cette AMP aux couples homosexuels lesbiens. On a compris. Alice Coffin, quand vous entendez que c'est un choix, un couple unisexe, voilà les mots de Bruno Sido, qu'est-ce que vous répondez ? Je ne comprends pas très bien. Je suis lesbienne, effectivement, par exemple. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je respecte, j'ai bien dit. Oui, je ne sais pas exactement. Je suis unisexe, je ne suis pas sûre que vous puissiez dire que vous respectez, parce que ce qui se passe, on parle d'une discussion qui a lieu maintenant depuis 2012. Et tout ce que j'entends, que ça soit dans la rue, sur les plateaux de télévision ou dans les hémicycles au sujet de la PMA, au sujet des lesbiennes, c'est tout sauf du respect. Je crois que c'est important qu'on considère en tant qu'élu de la République présent ou à venir qu'on se doit de protéger des populations qui sont attaquées avec une violence inouïe depuis 7 ans. Les lesbiennes sont des populations qui reçoivent des jours durant des violences terribles dans leur famille, dans leur vie quotidienne. Je crois que c'est ça ce à quoi il faut penser. Ça n'a jamais été mon cas, je vous le signale, jamais. C'est le cas de l'ensemble des discussions qu'on a eues dans l'hémicycle. Et quand je vous entends, par exemple, si on y revient, parler de cette mesure qui voudrait que la PMA ne soit pas remboursée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires et aux couples hétérosexuels, je crois que parmi tous les arguments qu'on a entendus pour contrer la PMA... C'est celui qui vous choque le plus ? Ah oui, c'est celui vraiment qui est de la violence la plus grande et qui, je crois, devrait... Je peux expliquer pourquoi. Et peut-être qu'on laissera intervenir Rémi Féraud également. Si vous voulez bien juste qu'on termine ce tour de table. Rémi Féraud, comment vous voyez ces débats ? On nous dit que ces débats sont plutôt sereins dans l'hémicycle. On a Olivier Henno, sénateur centriste du Nord, qui nous dit « Je pense que ça peut passer car je vois beaucoup de mes collègues centristes, mais aussi LR, qui évoluent sur le sujet. Je pense qu'il peut y avoir une majorité peut-être courte en faveur du texte. » Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là ? J'espère qu'il a raison. Si le débat est serein, c'est parce que nous sommes au Sénat. Ça n'empêche pas la passion. Il y a de la passion dans ce débat. Et on le voit déjà. Moi, je souhaite évidemment que le Sénat vote favorablement à l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. Je n'en suis pas sûr. Ça a été le cas de manière courte en commission. La gauche... Avec des bémols, avec des garde-fous, et notamment ce non-remboursement, par exemple. J'appellerais même pas ça des garde-fous. J'appellerais ça en effet des bémols, un refus d'aller vraiment jusqu'à l'égalité des droits. Vous voyez une violence, vous, dans ce non-remboursement de la PMA pour des raisons non médicales ? J'y vois une erreur dans le raisonnement et toujours la volonté d'être trop lent dans l'avancée vers l'égalité des droits. Je regrette d'ailleurs que ce n'a pas été mis en place, en œuvre, dans le quinquennat précédent. Je me réjouis que ça arrive aujourd'hui dans la discussion parlementaire. Je constate que c'est un des très rares progrès de société qui nous est proposé dans ce quinquennat et que c'est très lent, que ça vient très tard dans le quinquennat. Donc j'espère que le Sénat
participera à cette avancée de société. Ensuite, le vote de chaque sénateur est libre et c'est vrai que la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale est assez divisée. Comment se feront les voix je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il n'y aura pas de majorité sur ce point au Sénat sans la mobilisation de toute la gauche et la gauche sera mobilisée tout à l'heure et demain. Et vous l'avez vu entrer en direct sur ce plateau, Dominique Quignot, je vous le disais, qui vient de nous rejoindre dans ce débat. Merci d'être avec nous, membre du Comité consultatif national d'éthique, ancienne journaliste à La Croix. On parlait de débats relativement sereins au Sénat, un texte adopté d'une courte tête en commission avec, alors on appelle ça des bémols, des garde-fous, notamment ce non-remboursement de la sécurité sociale pour les PMA dites non médicales. Quelle est votre vision de tout cela ? D'abord, je vous demande de m'excuser pour ce retard. Je dirais que, enfin, vous le savez, je suis membre du CCNE, mais il se trouve que je fais partie de la minorité qui s'était exprimée avec quelques réserves sur l'ouverture de la PMA. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne trouve pas ça très cohérent de l'autoriser et de restreindre le remboursement. Vous voulez dire qu'on autorise ou on n'autorise pas, mais on ne met pas de... Il me semble que l'une des raisons qui ont poussé, me semble-t-il, les partisans de l'ouverture de la PMA à toutes, c'était de contrebalancer le fait que des personnes étaient obligées d'aller hors de France et donc de payer pour... Bon, là, on refait d'une certaine façon... Une injustice sociale et financière. Alors, ça ne veut pas dire que j'approuve cette ouverture de la PMA, mais je trouve qu'il y a des sortes d'incohérences quelquefois dans les propositions. Bruno Sido ? Au moins, je suis cohérent, puisque je suis contre la PMA et contre le remboursement. Non, mais à vrai dire, la sécurité sociale sert à quoi, finalement ? Elle sert pour la vie des gens, leur santé, etc. Là, c'est non médical. Il n'y a pas de question de santé dans cette affaire-là. Et par conséquent, on ne voit pas ce que la sécurité sociale et le remboursement vient faire là-dedans. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a probablement pas... Je serais curieux de savoir combien il y a de couples lesbiens qui cherchent à avoir des enfants. Ceci étant dit, cette loi-là, il y a quand même beaucoup d'autres choses que la PMA. C'est l'article 1, certes. Ah oui, non, mais c'est notre débat du jour et on va traiter sur Public Sénat de tous les points que... D'accord, mais cette PMA ouvre la porte à beaucoup d'autres choses. Et on y revient très régulièrement sur cette antenne, je vous rassure. On va poursuivre les discussions. On va peut-être d'abord rejoindre Steve Jourdain en salle des conférences, puisqu'il a pu interroger la garde des Sceaux sur le sujet. Nicole Belloubet est venue défendre le projet de loi au Sénat tout à l'heure. Je voudrais qu'on les écoute. Oui, Madame Belloubet, top départ donc de ces débats dans l'hémicycle au Sénat sur le projet de loi bioéthique. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes avant cette bataille parlementaire ? Alors d'abord, j'utilise pas le mot de bataille parce que précisément, je crois qu'on est dans un état d'esprit d'écoute parce que ce sont des sujets extrêmement sensibles, extrêmement complexes, des sujets profondément techniques mais surtout humains. Et donc, on est à la fois dans une attitude d'écoute et de respect, quelles que soient les positions des uns et des autres. Elles ne méritent pas une bataille, elles méritent des échanges raisonnés et c'est ce à quoi nous nous apprêtons. La majorité sénatoriale souhaite empêcher le remboursement de la PMA pour toutes par la Sécu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme nous l'avions dit lors de la première lecture, et ce que nous allons réaffirmer ici, surtout ma collègue Agnès Buzyn, c'est que c'est évidemment une condition d'effectivité de l'ouverture de ce droit. Autrement dit, dire que nous ouvrons l'accès de toutes les femmes à l'AMP avec tiers donneur, s'il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale, ça met en place un système inégalitaire entre les femmes. Et à nouveau, seules celles qui auront les moyens iront en ce sens-là. Et donc, ça n'évitera pas l'ensemble des dangers qui existent aujourd'hui sur les PMA artisanales que nous ne voulons plus. Vous le répétez à notre antenne, il n'y aura pas de GPA ? Ce texte n'ouvre pas de droit à la GPA ? Oui, ce texte n'ouvre, d'une part, le texte en lui-même n'ouvre aucun droit à la GPA parce qu'en matière de procréation, il n'y a pas d'égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels et au sein des couples homosexuels entre les couples de femmes et les couples d'hommes. Face à la procréation, ils sont tous dans des situations différentes. Donc en lui-même, le texte n'ouvre évidemment aucun droit et par ailleurs, puisqu'il y a eu des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation, nous aurons l'occasion de proposer des amendements pour revenir à une situation qui est celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Petite dernière question, si ce texte passe, il s'agirait de la première grande réforme sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron. La majorité joue gros ? Je ne sais pas si la majorité joue gros. La société joue là
une étape importante et un défi important. Bien sûr, c'est le président Macron et le Premier ministre qui ont voulu cette réforme et en ce sens, c'est aussi essentiel pour nous. Merci beaucoup, Madame Belloubet, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Steve. Alice Coffin, les propos de Nicole Belloubet. Peut-être reprendre, je pense que c'est important de comprendre que l'histoire du remboursement, c'est pas du tout qu'une question d'injustice qui serait financière. Hein. C'est aussi que ça introduirait, bien au-delà, je crois, de la question de la PMA, un scandale, vraiment une infamie, pour moi, dans la République française, qui serait de dire, selon que vous êtes lesbienne ou hétérosexuelle, selon que vous choisissez ou que les circonstances veuillent que vous ayez un enfant avec un homme ou pas, vous serez traité différemment par la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, c'est un précédent, il y a une égalité d'accès. Donc c'est bien plus grave. Comme souvent, le sujet de la PMA depuis 7 ans amène un ensemble de discussions, je pense assez fondamentales sur la société française et révèle des conceptions avec des citoyennetés à deux vitesses qu'on voit dans d'autres cas que la PMA, mais là, c'est effectivement le cas ici. Et je pense que c'est gravissime, en fait. Bruno Sido. Oui, j'ai appris d'ailleurs que la PMA, pour raison médicale, était pratiquée, on ne demandait pas aux gens si c'était vraiment une raison médicale. Autrement dit, c'était remboursé par la sécurité sociale sans même qu'il y ait un certificat médical indiquant que la personne avait le droit à ceci. Je vais un peu dans votre sens. Et par conséquent, tout le monde s'est engouffré, enfin, je ne sais pas combien exactement, dans cette brèche, pour dire, puisqu'on ne demande pas médical, pourquoi, etc. Et on voit bien. Alors moi, je propose tout simplement un amendement pour dire qu'il faut quand même un certificat médical pour avoir une PMA médicale. Parce que la sécurité sociale, c'est notre bien à tous, issu des lois de 1945, des décrets, etc. Et c'est un bien commun qu'on doit préserver. Là, mais on ne peut pas mettre la sécurité sociale à tout bout de champ, à payer ceci, à payer cela. Moi, je respecte tout à fait le désir des femmes, des couples de femmes d'avoir un enfant. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer avec un couple d'hommes, je suis d'accord avec Madame la Ministre, mais ceci étant, c'est un choix qui a été fait par les personnes, par ces deux femmes qui sont ensemble, et ce choix, on doit en assumer les conséquences. C'est aussi bête que ça. Rémi Ferraud, une autre limite. C'est bête. Non, mais pardon, excusez-moi, mais c'est pas seulement bête, c'est violent ce que vous dites. Mais non, pas, vous prenez tout pour des violences. Pas des violences, c'est uniquement de la logique. Allez-y, poursuivez si vous voulez, en quelques secondes avant que... Non, mais c'est des discours qu'on a depuis 7 ans, et je pense que cette loi va passer. Mais la question, c'est est-ce que, comme la loi sur le mariage, elle va passer dans des circonstances terribles et qui amènent à entendre à nouveau, pour l'ensemble de la population LGBT. C'est pour ça que je suis assez contente et j'aimerais qu'on y reste en septembre. Effectivement, à l'Assemblée nationale, ça va mieux. Mais il faut se souvenir que, vous savez, pour beaucoup de lesbiennes, pour cette loi du mariage pour tous, évidemment, on est contente que ça soit passé. Sauf que très souvent, c'est un traumatisme. Cette période-là, quand on y repense, c'est un traumatisme pour l'ensemble des gens qui ont été concernés. Donc, si c'est pour faire passer une loi dans ces circonstances, évidemment, je suis pour qu'elle passe, mais soyons prudents sur la façon dont on s'adresse. Ce que je voulais dire, c'est, moi, j'étais frappée par le terme qui disait, voilà, un changement de société fondamental. Mais du coup, j'aimerais qu'on comprenne que des gens puissent se poser des questions sur ce changement de société fondamental et ne pas non plus, décrédibiliser forcément les critiques qui vous sont faites dans votre conviction. Et comme étant de l'homophobie, vous voulez dire ? Oui, par exemple. Et s'arrêtant là, et disons que c'est une violence à l'égard des personnes homosexuelles. Mais là, mais qu'on parle de l'enfant, finalement, beaucoup plus que des adultes. On peut parler de l'enfant, on peut parler de la filiation, on peut parler effectivement d'un changement du rôle de la médecine par rapport... on peut parler des questions de risque de marchandisation, etc. Je veux dire, il y a des vraies questions qui sont posées. Quand c'était Madame Taubira, je crois, qui avait dit c'est un changement aussi fondamental dans son fameux discours sur le mariage pour tous. Et comment est-ce qu'on voulait vous étonner qu'il y ait des gens que cela blesse aussi dans leurs convictions, comme vous êtes blessé quand vous entendez des choses qui sont, hostiles et violentes, mais sachez que leurs convictions, c'est pas leur vie. Attention, c'est pas pareil quand on est blessé dans ses convictions et quand on est atteint dans sa vie. Excusez-moi, je pense qu'on peut être aussi blessé dans ses convictions très profondément. Et donc moi, ce que j'attends, et comme vous d'ailleurs, dans un débat comme celui-là, c'est le respect des positions des uns et des autres. De toutes les positions. Rémi Ferraud, c'est vrai qu'on a tendance à réduire parfois ce débat à les homosexuels contre les homophobes ou ceux qui... alors que ça va bien au-delà de ça. Pas du tout. Ça va au-delà de ça, mais... il y a cette partie, je voudrais même dire, à mon avis, la loi essentielle dont tout découle, c'est la loi sur le mariage pour tous de 2013, qui est
un immense progrès dans l'histoire de l'humanité qui se déroule dans l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui. Chaque pays a son rythme. Notre pays n'était pas particulièrement précurseur. C'est pour cela qu'il y a eu une telle mobilisation contre, de ceux que ça blesse dans leurs convictions, mais aussi dans leurs préjugés. Et de cette loi découle là aussi la mise en œuvre de l'égalité des droits sur la parentalité. Est-ce que nous considérons que les projets parentaux dont il est question aujourd'hui sont légitimes? Je le crois profondément, y compris pour connaître des familles avec 2 mamans, mais aussi avec 2 pères dans ma circonscription, mon entourage. Et je crois qu'il faut aussi un peu dédiaboliser les choses. Des pères qui vous appellent à la GPA à l'étranger, par exemple? Oui, tout à fait. Et je pense que les propos de la ministre de la Justice, les 2 pieds sur le frein, bien sûr qu'il y a des conceptions françaises et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'autoriser la GPA en France, mais je pense que là aussi, on pourrait avoir un débat beaucoup plus serein. Il y a des pays qui l'autorisent et qui l'encadrent, et qui sont de grands pays démocratiques. Donc voilà, sachons aussi raison garder sur les débats. Sur le remboursement par la sécurité sociale, pour être très rapide. À partir du moment où cela est remboursé pour certains couples, cela doit l'être pour tous les couples, parce que tous les couples cotisent à la sécurité sociale. Et la sécurité sociale ne sert pas seulement à rembourser le fait de soigner des maladies. Là, en l'occurrence, il s'agit de réparer une infertilité. Elle peut être pour différentes raisons, mais il n'y a pas de raison de ne pas le rembourser pour un couple de femmes et de le rembourser pour un couple hétérosexuel. Oui, moi, à vrai dire que ce sujet arrive à un moment donné, peut-être en retard, effectivement, par rapport à d'autres pays, ça ne m'étonne pas. J'ai été président du conseil départemental pendant 20 ans. Et en particulier, j'ai été chargé de délivrer les agréments pour l'adoption. Or, j'ai découvert que j'étais obligé de donner l'agrément pour les femmes seules. C'est une histoire qui vient de la fin de la guerre de 14-18 et des pupilles. Et donc, des femmes seules vont adopter, ici ou là, l'adoption internationale. Et donc, on voit bien dans ces conditions qu'à vrai dire, elles n'étaient pas seules. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on comprend bien que ça vient, effectivement, c'est la suite logique. Et donc, c'est une évolution de la société. Mais la seule question, peut-être, c'est une évolution, certainement même, mais est-elle bonne, cette évolution? C'est toute la question. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en la matière, mais je voudrais surtout insister que l'essentiel de la loi, c'est après. Et je vous assure qu'on en parle aussi sur Public Sénat. Alice Coffin. Oui, pour reprendre, je pense qu'au contraire, moi, s'il y avait des évolutions, elles ne sont pas encore complètes. On sait que même à l'Assemblée, les associations et autres LGBT réclament aussi un élargissement bien plus large de cette loi. Elle est notamment, actuellement, la PMA n'est pas ouverte aux personnes trans, notamment. C'est aussi quelque chose qu'on demande. Donc, en termes d'évolution, on pourrait encore bien plus largement. Je pense que c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est effectivement la transformation d'imaginaire, je veux dire, de conception, de représentation médiatique. Et oui, ça je l'accorde, ça a bougé un petit peu depuis la loi sur le mariage pour tous, mais encore une fois, à quel prix? SOS Homophobie avait recensé 42% de hausse d'agressions homophobes en 2018. Donc moi je suis passée devant, là, en arrivant ici pour l'émission, il y a un rassemblement qui se prépare contre la PMA, des rassemblements au cours desquels, encore dimanche dernier par exemple, un journaliste a été agressé. C'est pour ça quand je parle de violence, oui, on est dans une violence de parole, on est dans une violence de gestes. Et on va devoir s'arrêter là. Donc je demande vraiment qu'on entende, et quand vous me demandez du respect, je vous assure que les lesbiennes ont été très peu respectées. Sénat en clair, consacré ce soir à la lutte contre la radicalisation. On a appris cette semaine que 16 personnes avaient été écartées des services de renseignement depuis 2014 pour leur potentielle radicalisation ou celle de leur entourage. Les autorités font-elles tout ce qu'il faut pour lutter contre ce phénomène? Où en est-on d'ailleurs dans cette lutte contre la radicalisation? La commission d'enquête du Sénat a auditionné ce matin la journaliste Zineb El Razoui. Fabien Recker a suivi cela pour nous. Une intervention centrée sur l'influence des frères musulmans en France. Face aux sénateurs, Zineb El Razoui lance cet avertissement. Je ne crains pas de dire qu'ils sont aujourd'hui
aux portes du pouvoir. Les frères musulmans sont des gens qui, bien souvent, n'ont pas de différence vestimentaire avec les personnes laïques. Ce sont des personnes qui s'habillent en costume, qui se mettent en cravate, qui se rasent, qui sont moins braquées sur les expressions visibles de l'islamisme, contrairement aux salafistes, mais il faut savoir que les frères musulmans sont, du point de vue du dogme, des salafistes. Dans le collimateur de Zineb El Razoui, l'AMIF, Association musulmane pour un islam de France. Portée par l'essayiste Hakim El Karoui, elle promeut un islam indépendant financièrement et théologiquement, et pourrait être un des piliers de l'islam de France qu'Emmanuel Macron appelle de ses vœux. Appointer l'AMIF comme instance représentative de ce qu'ils appellent l'islam de France va générer quelque chose d'ingérable. Car en réalité, l'AMIF, constituée d'un volet cultuel et d'un volet culturel, abriterait de nombreuses personnalités en lien avec les frères musulmans. Pour l'essayiste, l'idée même d'un interlocuteur représentant les Français de confession musulmane est une atteinte à la laïcité. La République française ne doit jamais adouber un intermédiaire communautaire entre ses citoyens et elle-même. Les Français de confession musulmane sont représentés par leurs élus. Elle apporte par sa liberté de parole, sa liberté de pensée, une vraie analyse de ce qui se passe dans notre pays. D'ailleurs, au nom de cette liberté de pensée, cette liberté de parole et liberté d'expression, elle vit sous protection, ce qui en dit long quand même. Une parole qui ne suscite pas l'unanimité au sein de la commission d'enquête. Certains sénateurs, absents à l'audition officiellement pour des raisons d'emploi du temps, se disent en désaccord avec les positions de Zineb El Razoui. Et avec nous pour Sénat en clair, on vous retrouve Jacqueline Eustache-Brignon. On vient de vous voir dans le sujet de Fabien Recker, sénatrice LR du Val d'Oise, rapporteur de la commission d'enquête sur le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de le combattre. Céline Bardet, bienvenue. Je vais y arriver. Vous êtes juriste internationale, spécialiste des questions de terrorisme, experte justice, sécurité pour l'Union européenne et l'ONU. Georges Fenech, bienvenue. Vous êtes député honoraire, ancien magistrat, consultant pour CNews et vous êtes à la tête d'une mission de formation des élus et des collectivités pour prévenir la radicalisation et le terrorisme. Mathieu Delahousse, bienvenue à vous également, journaliste à l'Obs, spécialiste des affaires de justice, auteur de ce livre « La Chambre des coupables, la justice française face aux djihadistes français ». Le temps passe vite, alors n'hésitez pas à répondre de manière concise, on a un débat passionnant. Je ne crains pas de le dire, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir, nous dit Zineb El Razoui. Est-ce qu'elle exagère, Mathieu Delahousse? Alors là, c'est le seul domaine sur lequel moi je ne peux pas intervenir directement, sachant que c'est une analyse qui dépasse de bien loin le seul cadre judiciaire. Moi, ce que j'ai entendu sur les débats sénatoriaux aujourd'hui, c'est sur un angle extrêmement précis. C'est est-ce qu'aujourd'hui des structures dites de déradicalisation peuvent exister? Donc je me permets juste de répondre peut-être effectivement de façon concise, mais de cette façon-là. Et je pense que le débat est extrêmement complexe et qu'effectivement, il ne faut pas qu'il soit pris en otage par tout ce qui concerne le débat politique sur l'islamisation de la France, qui est un débat sur lequel je pense qu'il faudrait plusieurs heures ou plusieurs années. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les services publics Matignon et ministère de la Justice en tête ont mis en place des structures associatives surveillées pour une partie des terroristes, soit sortant, soit étant laissés en liberté, pour qu'il y ait un suivi qui effectivement ne s'appelle plus des centres de déradicalisation. Plus personne ne parle comme ça effectivement dans les instances gouvernementales, mais de désengagement. Ces associations, pour faire extrêmement rapide, ont été expérimentales durant 2 années entre 2016 et 2018 après Saint-Étienne-du-Rouvray où il y a eu un drame terrible. Seules 23 personnes ont été suivies. Il y a une autre association aujourd'hui qui mène sous égide de l'État ce genre d'opération. Il y a 77 personnes seulement. Donc effectivement, la grande crainte, c'est d'avoir une structure étatique qui soit menée avec énormément de prudence, énormément de mesures, et de l'autre côté, des associations qui sont aujourd'hui dénoncées, mais qui sont dans un cadre beaucoup plus périphérique, et je ne pense pas qu'on puisse les englober de façon aussi facile dans un danger, en tout cas qu'il y aurait à vouloir accompagner ces gens qui sortent soit de prison, soit des instances judiciaires. Zineb El Razoui n'est évidemment pas la seule à parler d'une infiltration rampante de mouvements islamistes. François Pupponi, ancien maire PS de Sarcelles, publie Les Émirats de la République. Il y raconte comment l'islam politique fait une percée politique progressive à Sarcelles. Dans le JDD, il nous dit « Ce sont des loups déguisés en agneaux. Leur objectif est simple, prendre le pouvoir, c'est du militantisme religieux et politique. » Georges Fenech.
Oui, c'est la question de l'avancée de l'islam politique, d'un islam fondamentaliste qui est incarné par les frères musulmans par rapport à l'islam traditionnel tel qu'on le connaît notamment en France. Et c'est quelque chose qui doit effectivement nous préoccuper, parce qu'il est à l'origine aussi d'autres phénomènes difficiles pour une république, c'est-à-dire le communautarisme, et quelquefois la radicalisation, et quelquefois le passage à l'acte. Donc il faut lutter effectivement contre cette idéologie extrême, cette idéologie fondamentaliste, voire radicale, qui est incarnée aujourd'hui par les frères musulmans, qui font une avancée non seulement dans le monde musulman, mais aussi dans le monde occidental, auprès des musulmans. Ils agissent discrètement, intelligemment, en formant des élites, a dit Zineb El Razoui, Jacqueline Eustache-Brinio. Oui, c'est intéressant d'échanger avec elle sur ce sujet. Parce qu'est-ce qu'on a assisté à quoi dans ce pays depuis plus de 20 ans? C'est-à-dire aujourd'hui, le loup est là, mais il ne s'est pas infiltré dans ce pays en 8 jours. D'abord, ils sont passés par les quartiers. Ils ont essayé d'isoler des quartiers, et aujourd'hui, les universités sont un vrai sujet de réflexion sur la place de l'islam dans l'université. Il ne faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, quand elle dit les frères musulmans sont au port du pouvoir, elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison parce qu'ils se sont inscrits dans notre pays en utilisant toutes nos failles de liberté, en fait. Voilà, ils ne se sont pas installés dans notre pays. Et il faut savoir que, c'est un phénomène qui ne concerne pas que la France, mais en Europe, c'est la France qui est le plus en danger face à ce problème. Et pourquoi aujourd'hui elle s'est exprimée de manière aussi claire, aussi nette? C'est que s'ils sont aux portes du pouvoir, c'est que le président de la République aujourd'hui veut s'appuyer sur une association qui s'appelle l'AMIF, qui a donc 2 pôles, culturels et cultuels, dans lesquels il y a des frères musulmans. Et elle a raison de le dire. Donc c'est le sujet aujourd'hui. Oui, elle en a beaucoup parlé pendant. Mais elle a raison d'en parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire, et vous avez raison, parce que c'est un vrai combat, on va se battre contre le communautarisme. Et moi, je suis élue de banlieue, donc je sais de quoi je parle. Donc, on ne peut pas lutter contre le communautarisme en utilisant celles et ceux qui nous ont amenés là. Céline Bardet, je vous donne la parole dans un instant. On va juste prolonger ce que vous dites en allant en salle des conférences. On va rejoindre Alexandre Poussard, puisqu'il est avec la sénatrice qui est vice-présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre la radicalisation, Nathalie Goulet. On l'écoute et je vous fais réagir après. Nathalie Goulet, ce matin, Zineb El Razoui a beaucoup axé son propos sur l'influence grandissante des frères musulmans dans la société française. Est-ce que selon vous, il représente un danger, notamment au vu de la montée de l'islam radical ? Bon, d'abord, j'étais en séance, donc je n'ai pas été à l'audition, mais je connais bien son discours et je connais surtout ce combat, parce que je vous signale que j'ai déposé plusieurs questions écrites, plusieurs questions d'actualité, notamment sur des prêcheurs liés à Al-Qaradawi, donc le mentor des frères musulmans. Donc oui, à mon sens, c'est une vraie difficulté, un vrai combat. Et je crois qu'il faut vraiment alerter, et à mon avis... on a déjà ici travaillé sur le financement des associations. On a du mal. On a voté 3 fois des règles concernant le financement. Elles ont été 3 fois non suivies par l'Assemblée nationale. Donc il serait peut-être temps d'écouter le Sénat là-dessus aussi. On a aussi essayé de voter un texte avec mon collègue André Reichardt à la suite du rapport sur l'islam pour la formation des ministres du culte, parce que là aussi, on a des imams qui viennent de n'importe où, qui sont formés à peu près n'importe comment, et dont on ne peut absolument pas contrôler les prêches. Donc c'est un vrai sujet. Donc la solution dans la lutte contre la radicalisation, ce serait de mieux encadrer, de créer un vrai islam de France ? C'est déjà de former les imams en France, le texte dans le contexte. C'est une évidence. On ne peut plus envoyer nos imams formés à l'étranger, et on ne peut surtout plus recevoir des imams formés à l'étranger en France. Vous savez qu'au moment du Ramadan, il en arrive à peu près 450 en supplément, avec des visas de touristes. Je ne suis pas très sûr qu'ils soient bien suivis. Je suis surtout pas sûr qu'ils rentrent chez eux. Et encore une fois, on ne sait pas du tout comment les prêches sont faites et si elles sont conformes aux règles de la République. Une question sur le rôle des maires dans cette lutte contre la radicalisation. Est-ce qu'il faut les mettre en première ligne dans ce combat? Est-ce qu'ils sont assez bien informés? Je crois que depuis Bernard Cazeneuve, on a beaucoup travaillé là-dessus. La délégation collectivité locale ici a aussi beaucoup travaillé. Je crois que les maires doivent être informés. Je crois aussi qu'il faut faire attention parce que, encore une fois, ce sont des sujets délicats. Vous pouvez être fiché S et pas avoir commis d'actes délictueux. Donc il faut aussi être très prudent. Bernard Cazeneuve a été très prudent. Je crois aussi qu'il faut l'être. Je crois qu'ils sont informés, mais ils sont surtout démunis. Et je crois que la règle absolue, c'est d'appliquer la loi de la République
République avec une tolérance zéro pour les ennemis de la République. Très bien. Merci beaucoup Nathalie Goulet pour votre analyse. Alexandre, beaucoup de choses ont été dites. Céline Bardet, le Sénat qui vote des lois qui ne sont pas suivies et ce rôle des maires. Est-ce qu'on peut avoir une approche aussi plus criminologique sur ces questions? Est-ce qu'on peut essayer de discuter? C'est quoi une approche criminologique? En tout cas, qui n'est pas que basée sur le risque, c'est-à-dire quels sont les profils de ces personnes qui sont différents. Il y a un diagnostic qu'on commence un peu à avoir en France depuis quelques temps quand même, mais une qui approche reste qui serait la même qu'on aurait avec un meurtrier, un serial killer. Oui, mais là on est évidemment sur des crimes qui sont très graves. Mais quand on travaille sur la question de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, on est face à des auteurs de crimes extrêmement multiples, avec souvent aussi des idéologies qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais bon, voilà. Mais oui, je pense qu'il y a des choses à faire autour de ça. Et juste, je réagissais parce que j'entendais, par exemple, effectivement, c'est important de dire, on parle des fichiers S. Ouais. Il y a plein de profils différents. Il y a des gens qui ne sont pas passés à l'acte. Donc, comment on fait par rapport à ça? Moi, j'interviens au SPIP, par exemple, et c'est assez intéressant sur ces questions. Je pense qu'il y a des choses à développer au niveau du pénitentiaire, au niveau de l'accompagnement, de savoir qui fait cet accompagnement. Donc, je regarde parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, la question des associations, qui sait. Donc il y a un besoin d'expertise et il y a aussi, je voulais dire, des exemples au niveau international aussi dans d'autres pays dont j'entends très peu parler en France. Moi je suis beaucoup à l'intérieur. Oui, nous on s'inspire pas et que je pense qu'on regarde pas beaucoup et c'est assez français aussi, c'est pas du tout du French bashing, mais on a souvent tendance quand même à dire... Mais oui, mais c'est vrai, à être auto-centré alors même que d'autres pays européens essaient de regarder ce qui se passe un peu ailleurs et sur des choses un peu similaires. On en discutait aussi tout à l'heure, la question des enfants soldats, par exemple. On parle beaucoup des enfants rapatriés ou pas. Qu'est-ce qui a été fait sur les travaux de réhabilitation avec Alors, ces enfants? on va faire la parole parce que ça réagit beaucoup. Voilà. Georges Fenech, Mathieu Delahousse et Jacqueline Eustache-Bringue. Je vais revenir au sujet qui était abordé tout à l'heure, à savoir la réponse de Nathalie Goulet, la question des maires. Elle est centrale. Ouais, la question des maires est centrale. C'est-à-dire que qui connaît mieux que le maire? La population. Et ce que j'ai été amené à constater, puisque maintenant je fais un tour de France depuis 2 ans avec 2 de mes anciens collègues députés, on a créé un institut de formation pour justement les élus. Et dans le cadre des plans nationaux, notamment le dernier plan national du Premier ministre, qui incite fortement à la formation des élus et des agents territoriaux. Les former à détecter? Alors, c'est ça qui nous a frappé, c'est l'absence d'information et la méconnaissance en réalité du phénomène. Et les élus sont très demandeurs aujourd'hui. La connaissance, c'est quoi? C'est effectivement qu'est-ce que c'est que la radicalisation? Comment détecte-t-on les signaux faibles? C'est à partir de là qu'il faut immédiatement mettre en place une action qui est d'ailleurs prise en compte par le gouvernement aujourd'hui dans le cadre du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. On a ajouté un R avec des fonds importants. Il y a eu 67 millions d'euros pour l'année 2019, dont 11 millions pour justement la lutte contre la radicalisation. Et là, vous avez tout un programme qui a été déployé auprès des écoles hors contrat, par exemple, l'endoctrinement, etc. Est-ce que ça ne fait pas peser trop de responsabilités sur le maire? Non, le maire a une obligation de cela. Ouais. Vous savez, le maire d'être au courant des fichiers S, par exemple. Est-ce qu'on peut lui reprocher alors, après d'abord, fichiers S, arrêtons, si vous voulez, de parler de fichiers S, parce que ça n'existe pas. C'est le FSPRT. C'est peut-être par facilité de langage qu'on dit fichier S, mais le fichier S est un autre fichier que le FSPRT, qui est le fichier de la sécurité et de la prévention de la radicalisation, où il y a à peu près 23 000 noms. D'accord, alors le fait de tenir au courant, les maires, ça ne leur fait pas peser une responsabilité? Mais bien sûr, mais les maires sont demandeurs aujourd'hui. Les maires ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des responsables, ils sont élus, ils sont premiers magistrats de la ville, ils sont même officiers de police judiciaire par leur qualité de maire. Donc il n'y a pas de raison de se méfier des maires. Donc les maires aujourd'hui sont informés par les préfets, par notamment la cellule départementale de vigilance et de suivi. Vous avez des maires qui ont aujourd'hui mis en place, notamment à Marseille, je l'ai vu avec Laurent Nunez par exemple, dans le 2e et 3e arrondissement de Marseille, des CMER, des cellules municipales d'échange sur la radicalisation, où vous avez la justice, la protection judiciaire, les éducateurs, etc., qui échangent et partagent l'information dans le respect des secrets professionnels, mais qui échangent de l'information et qui reçoivent l'information. Un maire, quand il va désigner un responsable d'une crèche ou un responsable associatif, il faut quand même qu'il sache si cette personne n'est pas radicalisée, ne présente pas un danger. Donc il y a un besoin d'information. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de chaudron. En fait, il y a un chaudron politique que tout le monde connaît, et je pense que c'est un peu l'ambiance autour de cette table, voire même autour du Sénat aujourd'hui, sur le débat politique sur l'islam, qui judiciairement me dépasse, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en revanche, le chaudron, c'est comment dans une ville comme Strasbourg, le préfet, le
le maire, les policiers, les services de renseignement se réunissent et quand il y a une attaque, comme c'est arrivé il y a 1 an et demi sur le marché de Noël, le nom de shérif Shekat sort parce qu'on sait que cet homme était suivi, non pas fiché S, puisqu'il y a une classification aujourd'hui obsolète, mais parce que tout le monde le connaissait. Et aujourd'hui, c'est ce travail qui est d'une complexité infinie, qui est d'une finesse obligatoire avec des gens qui ne sont pas du même métier. Et ce que moi je voudrais simplement expliquer de mon poste de journaliste qui observe ces choses-là, c'est qu'il faut vraiment expliquer à l'opinion publique qu'il y a plusieurs étages aujourd'hui que l'État, dans sa globalité, et sans arriver forcément à le faire avec beaucoup de succès, tente de mener. C'est les individus du haut du spectre, qui sont dans des maisons d'arrêt ou comme dans des prisons comme à Vendin-le-Vieil, où il est hors de question d'avoir un suivi bisounours, si vous me passez l'expression. Et effectivement, mais que vous comprenez bien. Et ce bas du spectre qui est essentiel parce qu'il y a une forme de terreau du terrorisme qui se retrouve encore là-dedans. C'est-à-dire que toute cette vague de départ de 2013, 2014, 2015 vers la Syrie, il y a effectivement des adolescents, des gamins qui sont partis avec une idéologie très faiblement intégrée. Ils ne savaient même pas combien il y avait de piliers à l'islam. Et cela, entre guillemets, les gens des services pénitentiaires, les magistrats antiterroristes qui ne sont pas non plus des enfants de cœur, pensent qu'ils sont récupérables. L'État pense qu'on peut aller les chercher. C'est une mission extrêmement délicate, mais quand on parle des associations qui travaillent avec l'État, quand on parle des services de pénitentiaires d'insertion et de probation, ces gens-là mènent un travail extrêmement fin qui peut-être aura une marge d'erreur qui est une marge d'erreur épouvantable, mais qui est indispensable parce que c'est des gens qui ne peuvent pas tous être placés en détention. Et la problématique, elle est très difficile émotionnellement par rapport à l'opinion publique, c'est que on ne peut pas mettre tous ces islamistes, si on considère qu'ils le sont tous, effectivement dans le même étage entre des gens qui sont très dangereux et sur lesquels il y aura un dispositif très complexe à mettre en place, et ceux qui sont, entre guillemets, sur une phase non pas effectivement de reconquête républicaine illusoire. Ce sont des gens qui ne vont pas devenir gardiens de la paix ou quoi que ce soit, même si on a parlé de la radicalisation dans les services publics. Mais c'est des gens qui, effectivement, peuvent être replacés un tout petit peu plus proche de la République. Et ça, c'est un défi que Édouard Philippe a lancé au mois de mars avec son plan d'action contre le terrorisme, que Nicole Belloubet fait. Ce n'est pas uniquement de l'illusion menée par certaines associations, mais effectivement, j'ai écrit un article moi, la semaine dernière là-dessus dans l'Obs. Passez-moi l'image, mais c'est une porte étroite, effectivement. Jacqueline Lesage-Brignot. Ouais, moi, je voulais revenir sur quelque chose qui dépasse le cas de la radicalisation. Oui, c'est extrêmement important d'être extrêmement attentif à toutes celles et tous ceux qui pourraient passer à l'acte et qui se radicalisent au point de commettre des attentats, des meurtres, etc. On parle de ça, vous parlez de ça, d'accord ? Sauf que la radicalisation, ce n'est pas que ça. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on ramène à que ça. Justement, notre société, notre pays est face à un islam politique. Et la radicalisation, elle peut aussi se vérifier quand des pans entiers, des quartiers entiers sortent de la République. On se radicalise autrement. Et cette radicalisation, elle ne va pas mener à l'attentat, elle ne va pas mener au meurtre obligatoirement, mais elle va mener à ce que des enfants sortent de la République, à ce que des quartiers sortent de la République et que le pacte républicain soit menacé. C'est là-dessus qu'ils font le travail. Quand le Premier ministre et le ministre, M. Castaner, parlent de communautarisme, c'est un vrai danger pour l'unité de notre pays. Et ça, c'est un pan entier sur lequel nous devons travailler. Et moi, je voudrais juste aller jusqu'au bout de mon analyse. Vous avez des chiffres aujourd'hui dans certains départements. Alors, vous parliez tout à l'heure des maires. Et effectivement, moi, j'ai fait partie des maires qui, depuis 2015, quand j'étais maire, mais je ne le suis plus, on a mis en place dans le département du Val d'Oise toutes ces cellules de réflexion parce qu'en région parisienne, on était peut-être plus concernés que la province il y a quelques années. Et c'est vrai que les CMER, là, c'est quelque chose que je connaissais. Bon, voilà, c'est important et les maires sont acteurs. Sauf que les maires, ils ne peuvent rien faire pour aller au-delà. Alors, pour repérer ce qui peut se passer dans les communes, etc. Mais une fois qu'ils vont repérer, ils peuvent pas faire grand-chose. Si, c'est pas ça. Sauf qu'une fois qu'on a repéré ce qui se passe dans nos communes, qu'on a formé notre personnel, et ça en banlieue parisienne, on l'a fait depuis longtemps, sur des signaux qui pouvaient alerter, ou dans les services jeunesse, sur des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Sauf que ce qui ne fonctionne pas, c'est la lutte contre le communautarisme. Ça ne marche pas. Et les maires, ça, ils sont seuls pour le gérer. Ils sont seuls pour se dire comment la République
passe partout, parce qu'elle est là, l'enjeu il est là. Et quand j'entends, parce que tout le monde a vu récemment qu'on nous dit qu'il y a 150 quartiers qui sont quand même dans une espèce de zone d'alerte rouge, ou verte ou grise, ou je ne sais pas, qui sortiraient de la publique. Et quand j'entends que derrière, dans ces mêmes quartiers, un ministre hier dit on va s'appuyer sur les associations, mais c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'État qui doit revenir dans ces quartiers. C'est l'État qui doit montrer les choses. Les associations, il y en a les 3/4, elles ont été infiltrées. Pourquoi on en est là? C'est que les associations aujourd'hui, même celles qui reçoivent de l'argent public, personne ne les contrôle. Donc à un moment, c'est la République et rien d'autre, et c'est l'État qui doit reprendre sa place dans certains lieux et dans certains quartiers. Céline Bardet. Non, mais je trouve que oui, effectivement, c'est intéressant et ça amène la question de ce que je disais un peu tout à l'heure. Peut-être que la première question qu'on devrait se poser aussi sur la question du communautarisme, bien que je ne vais pas du tout aller là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait aussi qu'on en est arrivé là? Donc c'est aussi un problème sociétal. Et donc il y a la question évidemment du passage à l'acte, du terrorisme, du risque et tout ça. Comme vous l'avez très bien dit, je suis complètement d'accord, c'est important de le faire. Mais il ne faut pas regarder que ça. Parce que sinon, je vois même pas l'intérêt. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on a failli? Qu'on dit qu'il faut que l'État revienne. Bah oui, bah donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout spécialisée là-dedans, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à un moment, il y a des quartiers entiers qui se retrouvent là-dedans? Parce qu'on a laissé s'infiltrer la religion. Mais oui, mais là, on en est tous responsables, je veux dire, quelque part, en tant que société. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces questions-là aussi, elles sont sociétales et qu'il faut qu'on se pose les questions. Moi, je me pose la question aussi de qu'est-ce qui fait, effectivement, qu'à un moment, il y a des gens, une partie de la population, des gens qui partent dans une idéologie, qui vont... Qu'est-ce qui fait ça? Et je trouve que vous l'avez très bien souligné aussi. Je pense qu'il faut distinguer. Moi, je connais plein de cas qui sont partis, qui n'étaient pas totalement idéologisés, qui ne savaient pas vraiment où ils allaient, etc. Donc, il y a plein de choses autour de ça. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé, quand je vous disais l'approche criminologique, c'est une chose. L'approche aussi sociologique, de voir un petit peu qu'on travaille là-dessus. Moi, je trouve absolument que... Mais on tarde à le faire. C'est pas comme si on découvrait le problème. Ça fait 20 ans oui, mais tout à fait. faire. Mais c'est pour ça. C'est parce que c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que là, aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup du risque, et qui, encore une fois, et bien sûr, je suis la première j'habite à côté du Bataclan, donc mais il faut que l'on regarde d'autres choses. Et on a mis énormément de temps, et même encore aujourd'hui, je suis désolée, mais moi, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que c'est pollué par des clivages politiques, par une idéalisation du débat? Mais bien sûr, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays qui sont dans le déni. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait un sénateur ou une sénatrice qui n'était pas d'accord avec les propos d'idées, mais qui n'a pas assisté à l'audition. Donc déjà... Qui a boycotté, vous voulez dire? J'en sais rien. Enfin, chacun est libre de dire. Mais enfin, en même temps, quand on n'assiste pas à une audition, c'est un peu compliqué de dire ce qui s'est dit me plaît pas. À ce moment-là, on vient de le dire. Enfin, je sais pas qui d'ailleurs, je sais pas quel journaliste. C'est ça qui nous pollue. Enfin, à un moment, il faut quand même aussi que les politiques ne soient pas dans le déni de la réalité. La réalité, elle est là, et il y a des clivages politiques là-dessus, c'est vrai. Et tant qu'on ne sera pas d'accord sur le constat, on n'avancera pas. Georges Fenech, les maires que vous rencontrez, ils y vont à reculons? C'est une question sensible, compliquée, qu'ils n'ont pas tout à fait envie d'aborder? Oui, alors il y a certains maires, effectivement, qui sont hésitants parce que le fait de mettre ça un petit peu en avant, ça peut faire craindre à la population qu'il y a de la radicalisation. Donc ils ont une certaine crainte. En réalité, il n'y a aucun territoire de la République qui est à l'abri. Les maires doivent savoir qu'il vaut mieux agir très en amont, faire de la prévention et avoir, encore une fois, ce souci d'échange d'informations, d'être bien informé et de mettre en action des suivis, notamment par des équipes pluridisciplinaires. On n'a pas parlé de RIF, par exemple, qui est quelque chose qui marche bien, avec la justice notamment. Qui marche le programme a effectivement été interrompu il y a quelques mois, mais qui a bien marché. Qui a bien marché. Et qui est remplacé par un autre programme depuis peu. Oui, bon, moi, ce que je pense qu'il faut dire à ce stade, c'est qu'on est face à un défi colossal de notre société, vous avez raison, qui recouvre non seulement la question pénitentiaire, judiciaire, mais la radicalisation. Il vaut mieux agir en amont le plus tôt possible, plutôt que de déployer des moyens répressifs quand c'est trop tard. Bien sûr. Et agir en amont, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la sensibilisation, etc. L'affirmation de nos valeurs. D'où l'intérêt de l'implication des élus, parce qu'ils sont directement au cœur de leur population. Agnès Verdier-Molinier, bienvenue, présidente de la Fondation IFRAP, et Benjamin Corria, économiste à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés. Merci à tous les deux d'être ici. Je le disais, certains syndicats annoncent un vendredi noir. Ils veulent toujours le retrait pur et simple du texte. Le texte, lui, continue son chemin. Il arrive en Conseil des ministres demain. On a cette date de conférence de financement. Est-ce que c'est peine perdue, cette mobilisation ?
Moi, je ne crois pas du tout que ça soit peine perdue. Je ne veux pas dire que la mobilisation va gagner. Mais quand on regarde les tout derniers sondages, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement 2/3 des Français qui ne veulent pas de cette réforme. 62, 63% suivant les indications. On est quand même dans une situation très particulière. C'est-à-dire que ce gouvernement a perdu la bataille de l'opinion, mais il peut gagner la bataille législative parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a une majorité. C'est aussi simple que ça. Donc je crois que c'est extrêmement malsain. Donc je crois que c'est pas du tout fini, mais je le pense, je le pense tout à fait sérieusement. Mais c'est pas la méthode Coué, quoi. Oui, c'est pas possible d'avoir affaire à une telle cécité. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que là le gouvernement a joué le pourrissement. Il a obtenu que la grève RATP, SNCF, etc. s'arrête, parce qu'au bout de 42, 44 jours, etc., ils l'ont tous dit, ils ont besoin de souffler sur tous les plans, de refaire leur batterie, etc. Mais je pense qu'ils sont extrêmement mobilisés. Et surtout, on a la preuve qu'on est en train de refaire 95. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas des masses de millions de gens dans la rue, c'est la grève par délégation. C'est-à-dire que même après le retrait formel de l'âge pivot, parce qu'en fait c'est l'âge pivot de 2027 qui est provisoirement retiré. L'âge pivot comme principe équilibrateur, il est lui maintenu. Donc même après ça, on a un progrès dans la demande de retrait. Donc je pense que c'est pas fini. Sur un plan un peu plus éco, on commence à en savoir un petit peu plus aussi sur les perdants et les gagnants de cette réforme des retraites. Agnès Verdier-Molinier, l'étude d'impact, elle sera a priori présentée demain, mais nos confrères du Monde ont eu accès à une version intermédiaire. Je vous lis les enseignements qu'en a tiré par exemple le chroniqueur éco François Langlais sur RTL. Les grands gagnants devraient être les petites retraites, dont le seuil va être relevé à 85% du SMIC net, soit environ 1 000 euros. Ceux qui ont les retraites les plus élevées des carrières dites ascendantes seront quant à eux moins favorisés. Alors ce sont des conclusions qui peuvent un peu surprendre. Agnès Verdier-Molinier, quelles sont vos conclusions à vous sur cette réforme des retraites ? Non, mais c'est pas du tout étonnant parce que revaloriser au niveau de 1 000 euros les petites pensions, nous on a chiffré à la Fondation IFRAP que c'était entre 1 et 2 milliards par an de plus dépensés par rapport à la situation actuelle. Donc oui, c'est clair, il y a aussi d'autres mesures comme celle de ne pas contraindre notamment les femmes à travailler jusqu'à 67 ans et de leur permettre de travailler que jusqu'à 64. Mais ça demande aussi des efforts de la part de ceux qui aujourd'hui ont des modes de calcul qui sont très favorables, notamment ceux qui travaillent à la SNCF, ceux qui travaillent à la RATP, mais aussi ceux qui travaillent pour l'État, les collectivités locales. Donc partage de l'effort, quoi. Mais oui, le partage de l'effort est absolument nécessaire. Et la phrase de départ qui veut que pour 1 euro cotisé, on a les mêmes droits en face, qui devrait être le cas dans une démocratie digne de ce nom, on devrait la porter en étendard en disant, bah oui, à un moment, pourquoi est-ce que ceux qui travaillent dans les transports en commun, qui sont en situation de monopole, veulent continuer à partir à la retraite à 52 ans ? À 52 ans, on n'est pas vieux, on n'est pas usé. Ils ont encore une espérance de vie qui est d'ailleurs en plus supérieure à la retraite par rapport à leurs collègues qui travaillent dans le secteur privé. Pourquoi est-ce qu'il faudrait maintenir des situations comme celle-là, alors que, en fait, aujourd'hui, à 50 ans, on est dans la pleine possession de ces moyens. Donc il y a quelque chose de complètement irrationnel à maintenir cette idée qu'il ne faudrait rien bouger dans les régimes spéciaux. D'ailleurs, les Français ne veulent plus de régimes spéciaux. Donc faire converger tout ce petit monde... Mais ils n'ont pas envie de travailler plus longtemps non plus. Non mais attendez, oui mais regardez, les gens du secteur privé, ils travaillent déjà jusqu'à 63 ans et demi. Alors que les autres, là, dont on parle, ceux qui vont faire encore grève demain, ils travaillent en moyenne jusqu'à 56 ans. C'est juste ça, pour des retraites beaucoup plus importantes. Benjamin Corriat, il y a un problème dans le partage des efforts, c'est vrai ? Si vous voulez, cette belle formule consistant à dire 1 euro cotisé donne les mêmes droits, etc., ça c'est un principe d'inégalité construit au sein du système. Pourquoi ? Parce que les euros, ils ne sont pas du tout gagnés de la même manière par les actionnaires et par les égoutiers. Ça, c'est le premier point. Et tout le monde a droit à une retraite, bien. Et deuxièmement, et surtout, ce n'est pas du tout un principe assurantiel. C'est un principe dans lequel il y a un mixte d'assurance et de solidarité. C'est ça la République. La République, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas chacun pour soi et j'accumule et je bénéficie de la retraite d'autant meilleure que ma vie a été meilleure et que mon espérance de vie D'accord, mais quand Agnès Verdier-Molinier nous dit ceux qui partent à 56 ans, ils pourraient partir un petit peu plus tard pour les autres qui partent à 63 ans et demi, vous l'entendez ? Mais bien entendu, mais c'est une caricature. C'est juste la réalité. Mais non, c'est une caricature. Pourquoi ? Parce que
il y a un ensemble de négociations qui ont été menées au départ sur une base professionnelle, si je peux dire, qu'il y ait des choses à revoir dans un sens de plus grande égalité, certainement, et vous avez vu les différentes propositions qui ont été mises sur la table, elles vont dans ce sens. La situation dans laquelle on est, c'est sous prétexte d'égalité et en mettant en avant toujours cette situation particulière, d'abaisser les retraites pour la très grande majorité des gens. Rappelez-vous, je voudrais encore dire ça. Au début, on nous a expliqué, c'est magnifique, c'est un système universel, égalitaire, etc. Et puis, du paramétrique, alors surtout pas, faut pas polluer. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. On parle de conférences de financement, on parle d'âge pivot qui a commencé à 62 ans, 64 dans la mesure d'impact, dans l'étude d'impact, il est à 65 ans. Donc aujourd'hui, tout est soumis à du paramétrique. Et donc, évidemment, personne n'en veut de ça. Non mais attendez, demain, il va se passer quoi? Il va se passer une grève pour des personnes qui veulent défendre leurs petits paramètres personnels. Voilà la réalité. Et la vérité, c'est que si on demandait aux Français, est-ce que vous pensez crédible que tout le monde puisse partir à 56 ans à la retraite, comme ceux qui font la grève demain dans les transports en commun, eh bien, ils savent très bien que c'est impossible, non finançable, et que demain, on n'aura plus de retraite si on continue à faire comme ça. Donc là, à un moment, c'est vrai, il faut parler de l'âge. Ça fait mal à ceux qui n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Mais en réalité, partout en Europe, on est à 65 ans. Et c'est comme ça qu'on peut financer les pensions de demain. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui, si on écoute ceux qui vont faire grève demain, ils n'auront plus de retraite. Ils n'auront pas des retraites à 50% de taux de remplacement, c'est-à-dire 50% du dernier salaire. Ils auront 30% ou ils auront encore moins. Donc, mais ça, c'est absolument faux. Mais si vous faites la simulation de ne rien faire, comme ce que cherchent les grévistes de demain, écoutez, et la simulation de ne rien faire, derrière, c'est quoi? C'est une chute des pensions pour tout le monde. C'est ça la réalité. On a les simulations. Je vous laisse répondre et on passe au deuxième thème. On a les simulations du corps qui vont absolument... Alors combien de déficit en 2025, 17 combien de milliards déficit en 2027? Et passez-moi l'expression, sur ordre du gouvernement qui leur a donné un certain... Non. Vous ne pouvez pas d'un côté citer le corps et de l'autre dire que c'est faux. Un des 4 scénarios fait apparaître un déficit pour 2027 et j'ai presque envie de dire sur ordre. Parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait... Attendez, si vous permettez, qu'il fallait introduire les libéralités de ce gouvernement sur les cotisations sans que l'État, à savoir les abaissements de cotisations sur une série de catégories, mesures qui ont été prises au moment des Gilets jaunes, et c'est ça qui creuse le déficit. On va continuer à parler. Sur 4 des scénarios... Quel que soit le scénario, on va être en déficit. Et on est déjà en déficit en 2020. On est déjà à 4 milliards de déficit en 2020. Allez, et on a 150 milliards de recettes de la CADES dont on ne sait trop que faire. Allez, deuxième thème de ce match. On continue de parler des inégalités. C'est le deuxième thème de notre match, cette étude Oxfam qui montre une augmentation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Les milliardaires détiennent désormais plus d'argent que 60% de l'ensemble de la population de la planète. En France, 7 milliardaires possèdent plus que les 30% les plus pauvres et les 10% les plus riches des Français concentrent la moitié des richesses du pays. Les milliardaires français sont ceux qui ont vu leur richesse le plus augmenter l'année dernière devant les Américains et devant les Chinois. Les communistes ont interpellé l'exécutif hier dans l'hémicycle du Sénat. Alexandre Poussard est avec Pascal Savoldelli en salle des conférences. Pascal Savoldelli, les inégalités se creusent dans le monde. En France, où on va bientôt atteindre 15% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi on n'a pas réussi à enrayer la pauvreté? Alors d'abord, vous parlez de 15%. Derrière ces 15%, il y a 400 000 femmes et hommes et enfants. Je ne dis pas ça par... mais voilà, il y a 400 000 personnes qui viennent de basculer. Et ça, c'est les chiffres de l'INSEE qui basculent dans la pauvreté. Et pendant ce temps-là, on a une indécence de l'argent. Je veux dire, voilà. Donc, mon collègue Éric Bocquet, en posant la question au gouvernement, évoquait par exemple une des personnalités françaises les plus riches. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Quand vous pensez qu'il vient de gagner, rien qu'en moins d'un an, 41 milliards. Qu'il a une fortune personnelle de à peu près 105 milliards d'euros, qui équivaut au PIB, au produit intérieur brut d'un pays entier qu'est la Croatie. On est en face d'un vrai problème, c'est-à-dire que les inégalités se creusent, à mon avis, pour un mécanisme assez simple à comprendre. C'est que, qu'on soit en France ou d'ailleurs ailleurs de par le monde,
On a un revenu de par son salaire, qui est lié à un travail, à une activité. Et l'autre partie, on a un revenu qui est lié au capital, donc qui est lié à des revenus financiers, à des dividendes, à des revenus fonciers, vous voyez, et qui n'est pas redistribué. Donc la grande question qui est posée, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne qu'à l'échelle mondiale, c'est de trouver de nouveaux mécanismes de redistribution. Donc pour vous, il faut aller prélever sur ce capital, sur ces investisseurs ? Faut prélever sur le capital. Il y a même d'ailleurs des gens extrêmement riches qui s'interrogent sur le sens du monde, sur ces inégalités que vous évoquez. J'ai vu que Bill Gates, par exemple, avec 12 autres des plus riches de la planète, ont fait une lettre ouverte pour s'acquitter d'un impôt plus important par rapport à leur richesse. Donc il y a une prise de conscience. Et puis c'est violent, c'est une sorte de guerre, quoi, cette pauvreté rampante. Mais pourtant, la politique favorable aux investisseurs, eh bien, elle fonctionne. Hein. Les chiffres sont plutôt bons en France avec l'investissement industriel qui est en augmentation. Oui, mais là, vous me parlez, quand vous me parlez de l'investissement, vous me parlez des dividendes, vous me parlez des marchés. Bien sûr. Mais vous voyez, quand le président il mange avec, par exemple, le patron de Microsoft qui doit 600 millions au fisc français, ou avec le patron d'Uber qui magouille avec les paradis fiscaux, les îles Bermudes et d'autres. Pendant ce temps-là, vous avez des millions de gens qui se posent la question comment ils vont finir les fins de mois. Certains sont même salariés. Vous voyez, vous êtes plus jeune que moi. Quand j'avais votre âge, on ne parlait pas de salariés pauvres. Il y avait déjà des pauvres. Mais c'était une notion qu'on n'avait pas. Parce qu'un salarié avait un bas salaire, mais n'était pas pauvre. Aujourd'hui, vous avez même des salariés pauvres et des retraités aussi qui sont pauvres. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Savoldelli, d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, moi, je vous remercie. Merci Alexandre. Agnès Verdi-Molinier. Comment vous la voyez, cette étude Oxfam ? Je la vois comme étant assez caricaturale en fait, hein. C'est-à-dire qu'en gros on voudrait dire c'est terrible, il y a des riches qui prendraient aux pauvres, etc. Il y aurait trop de riches et finalement... Mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Depuis les années 90, il y a presque 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté. La pauvreté a baissé partout dans le monde, hein. Et spécialement justement là où il y a des pays développés, de l'industrie, des industriels, des gens qui finalement montent des entreprises, qui les développent, etc. Et en Afrique subsaharienne, là où justement il y a des mauvais résultats parce que la grande pauvreté a tendance à augmenter, eh bien c'est justement là où on ne retrouve pas tellement de personnes pour développer des entreprises, etc. Donc est-ce qu'on va arrêter d'être dans la caricature permanente ? Vous voulez dire qu'on a besoin des très riches entrepreneurs pour faire baisser la pauvreté ? Il ne faut pas les stigmatiser. Alors disons qu'en France, on va dire partez tous ceux qui sont les plus riches, partez avec vos entreprises, etc. Et vous croyez qu'on sera moins pauvre derrière, qu'on va gagner plus ? Mais non, c'est l'inverse. Donc il y a une caricature totale là-dedans. La question, c'est est-ce qu'on peut partir de tout en bas pour monter tout en haut ? C'est ça. C'est est-ce que tout le monde a la possibilité de construire ? C'est ça qu'il faut rétablir s'il y a un problème. Mais l'idée de dire qu'on va calculer combien ont la même chose que... Non, mais ça apporte quoi ? Ou l'idée de dire que pour avoir 1% de la richesse de telle personne, il faudrait économiser 8 000 € par mois depuis 1789. Mais quel est l'intérêt de ce genre de choses ? Alors que quel est l'intérêt ? Toutes les statistiques montrent qu'au contraire, la part de richesse des très très riches, finalement, elle a été plutôt reportée sur les classes moyennes ces dernières années. Benjamin Corrèze. C'est ça. Maintenant, on a le droit à la théorie du ruissellement. Ça, c'est nouveau, ça. Je pensais que tout le monde avait abandonné. C'est les statistiques du Crédit Suisse. Je pensais que tout le monde avait abandonné, mais je vois que vous pas. Mais bien sûr que ça a du sens. Bien sûr que ça a du sens de dire que la croissance à laquelle on a assisté a été partagée de manière parfaitement inégale. C'est une chose de dire qu'il y a des gens qui sont sortis de l'extrême misère. C'est d'ailleurs principalement des statistiques qui sont dues à la Chine. Et même pour la Chine, ça serait discutable. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont accès à du revenu monétaire, ce qui n'était pas le cas avant, mais qui vivent mieux. Pour une partie d'entre eux, je ne suis pas sûr. Il y a une classe moyenne qui s'est formée en Chine, hein, mais c'est une autre discussion. Et c'est très grands patrons comme Bernard Arnault qu'on pointe un peu du doigt, mais qui créent des milliers d'emplois, par exemple. Est-ce que ça, c'est pertinent il crée des milliers d'emplois par rapport à la quantité d'argent dont ils disposent, qu'ils accumulent, etc. Et ils ne créent pas autant d'emplois que ça. C'est-à-dire que la quantité d'emplois rapportée à la capitalisation boursière, franchement, ça ne fait pas beaucoup. Mais la vraie discussion, ce n'est pas celle-là. La vraie discussion qu'il faut avoir, la vraie discussion, c'est ce niveau d'inégalité
inégalité est-il tolérable? C'est ça la question qui est posée. Au cours des 17 dernières années, là je ne cite pas Oxfam, auquel je ne jette pas la pierre, même si effectivement beaucoup de chiffres peuvent être discutés, hein, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais je ne leur jette pas la pierre, je vais vous dire pourquoi. Je ne leur jette pas la pierre parce que quand on lit leur rapport, très en détail, on s'aperçoit que c'est un formidable plaidoyer en faveur des femmes. Oui. Qui, en ce qui concerne à la fois la nature des emplois, mais évidemment, c'est un rapport sur la maltraitance économique des femmes. On peut s'opposer à ça aujourd'hui au nom de Bernard Arnault est riche mais il crée des emplois. Il faut être sérieux. Je veux dire, ça ne justifie absolument pas la situation qu'on a aujourd'hui de tout le travail de care non payé par les femmes, du fait que quand elles occupent des emplois, ils ne sont pas légalisés dans la plupart des cas, le travail domestique, etc. Bien. Et puis, sur les aspects, sortir de la misère, c'est une chose, mais sortir de la misère tous ensemble, d'une certaine manière, et pas à la condition que, dans le pôle des plus riches, on accumule encore davantage. C'est pas un chiffre de Oxfam, c'est un chiffre de Piketty. Sur les 18 dernières années, hein, le 1% des plus riches a capté 27% de la valeur ajoutée. C'est sans objet, ça? Ça n'a pas d'intérêt, ça? Sauf si on croit effectivement à la théorie du ruissellement. Mais je pensais que vous n'en étiez plus là. Je suis assez surpris. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer aussi que dans les 1% les plus riches, il y a du mouvement. Il y a de nouvelles entreprises qui se créent. Et la plupart de ceux qui arrivent dans les 1%, ce sont des personnes, et notamment aux États-Unis, mais aussi un peu en France. Et j'aimerais qu'il y en ait encore plus qui arrivent, qui sont partis de quasiment rien, qui ont monté une entreprise, qui l'ont développée et qui ensuite atteignent ce niveau de revenu-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des emplois. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé le pays. Ils ont justement créé de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle a permis à notre pays de croître. Et le problème, c'est que ces dernières années, avec ces idées-là qui sont développées de partout, notamment par Piketty, mais par d'autres, qui seraient de dire mais il faut surtout pas avoir des personnes qui finalement peuvent grimper dans l'échelle sociale et devenir très riches, etc. Mais si, parce que quand on dit il faudrait qu'il y ait des personnes... Non, on dit il faut des limites. Non, attendez, c'est pas pareil. Hein. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a une fiscalité repoussoire. Et je peux vous dire que ceux qui ont signé l'appel pour payer plus d'impôts, ils sont pas en France. Hein. Je peux vous l'assurer. Parce que chez nous, on a une fiscalité... Ils en payent suffisamment. On a une fiscalité qui est totalement repoussoire et qui finalement désincite à investir, à créer. Et beaucoup des très belles entreprises qui auraient dû se développer en France, elles vont se développer ailleurs, en dehors de nos frontières. Et c'est pas notre intérêt, c'est pas l'intérêt général. Donc, il faut peut-être sortir des clichés, peut-être sortir de la jalousie, peut-être sortir de « Ah, mais qui a plus que qui ?» Parce que ça apporte rien. Le PIB par tête en France, il stagne ces dernières années. Alors que dans la plupart des pays européens du Nord, les Suédois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé la fiscalisation des successions. C'est à zéro maintenant pour tout le monde. Pourquoi? Pour pouvoir transmettre le patrimoine, pour pouvoir continuer à garder des entreprises familiales, pour pouvoir garder les entrepreneurs, notamment le fondateur, par exemple, d'IKEA, qui est revenu en Suède parce que justement la fiscalité avait changé. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et alors Benjamin Corrière. Oui, il faut juste un tout petit peu élever le débat et ne plus parler de Bernard Arnault. Vous savez, juste parler des femmes, ça ne suffit pas. Il faut peut-être... De ceci, de cela. Non. Attendez. J'ai l'avantage et l'inconvénient d'être plus âgé que vous. La grande période de croissance, c'est une période pendant laquelle les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Comme par hasard, le ralentissement de la croissance est contemporain des inégalités. Moi, je me souviens très bien... Mais dites quand même que la France est un des pays les moins inégalitaires du monde. C'est un des moins inégalitaires du monde, grâce à un système de redistribution qui est basé sur de la cotisation sociale. C'est pas le don des patrons, parce que l'enrichissement des plus riches, il continue. Je vais juste et il nous faudra quand même 3-4 minutes pour le dernier. Grâce à votre système, on a plus de chômage. Un tout petit souvenir de télé. Je me rappelle très bien que le président de PSA, il y a justement pendant les années 70, devait faire un show à la télévision. Et le Canard enchaîné a fait fuiter le fait qu'il était payé 17 fois plus que ses salariés. Il osait plus se présenter à la télé. 17 fois plus. Aujourd'hui, on a 350 fois, 400 fois, 1000 fois. Et
Tout le monde trouve ça normal et on nous dit c'est très bien, c'est comme ça qu'on va faire de la croissance. Non, c'est pas sérieux. Allez, non, il faut créer des emplois. Et sauf qu'avec vos propositions, il faut créer des emplois, mais c'est pas en versant. Vos propositions, elles nous amènent à plus de chômage et plus de difficultés. Non, et je vous ai dit du PIB qui est non, freiné. je vous ai dit que la grande période de croissance fordienne, c'est une période pendant laquelle les inégalités étaient infiniment moins grandes. Et il y a lien entre le fait qu'il y a une redistribution à peu près égalitaire et le fait qu'il y a une demande et le fait qu'il y a une croissance suffisante. La corrélation aujourd'hui, la corrélation, rien ne prouve que réduire à zéro les inégalités permettrait J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit les inégalités aujourd'hui sont intolérables. Allez, c'est bon. On a compris vos messages respectifs. Troisième thème de ce match. Je crois que c'est une mauvaise. Ça va vous intéresser, Agnès Verdier-Molinier. C'est une étude. Notre troisième thème, c'est l'étude de l'IFRAP, de la Fondation IFRAP sur les villes les mieux gérées de France. Les comptes des 80 plus grandes villes de France ont été étudiés à la loupe. On va en parler dans un instant. On a d'abord le détail fait par Jérôme Rabier. Pour distinguer les bons et les mauvais gestionnaires, l'IFRAP a épluché les comptes des grandes villes françaises. Et pour la Fondation, une bonne élève, c'est une ville qui investit tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement et son niveau de dette sans augmenter sa fiscalité. Meilleure note du classement global, la ville alsacienne de Colmar et son maire Gilbert Meyer, qui briguera un 5e mandat en mars prochain. Selon l'IFRAP, il réussit le tour de force d'investir 40% de plus que les villes de taille semblable, tout en baissant la dette par habitant. Autres villes saluées pour leur bonne gestion, Villeurbanne, Boulogne-Billancourt, Colombes ou encore Versailles. En revanche, en queue de classement, l'IFRAP étrille la situation de Nice, Marseille, Grenoble ou encore Tours. Dans le cas de Nice, dirigé par Christian Estrosi, si l'IFRAP reconnaît que des investissements lourds comme la construction d'une ligne de tramway impactent forcément le bilan financier, d'autres villes parviennent à le faire tout en maîtrisant leur budget, ce qui n'est pas le cas de la capitale azuréenne où tout est à la hausse, des dépenses de fonctionnement aux impôts en passant par la dette par habitant. Alors, on a peu de temps pour y revenir. On a les chiffres. Ils ont été exposés par Jérôme Rabier. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés, vous, Agnès Verdier-Molinier ? Déjà, il faut rappeler que c'est à la fois la ville, l'intercommunalité et les budgets annexes. Parce qu'aujourd'hui, pour un citoyen qui regarderait les comptes, c'est très compliqué parce qu'il y a des systèmes de financement différents un peu dans chaque ville. Pourquoi ? Certaines, par exemple, ont embauché au niveau de l'intercommunalité, mais ensuite mettent à disposition de la commune. Donc, chaque ville est un peu spécifique. Donc, on a retraité toutes ces données pour que ce soit totalement comparable. Et l'enseignement principal, c'est qu'il y a quand même une majorité de villes qui baissent leurs dépenses de fonctionnement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a à peu près la moitié des 80 villes qui baissent un peu leurs dettes. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience ces dernières années sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il y a des situations totalement disparates et que ce qu'on peut dire, c'est que certaines arrivent à énormément investir tout en baissant la dette, tout en baissant les dépenses de fonctionnement. Et donc, elles arrivent à s'autofinancer avec des dépenses de fonctionnement moins importantes par habitant. Et ça, c'est Et baisser son taux d'endettement, c'est pertinent alors que les taux sont par exemple très bas ? Alors oui, pourquoi ? Parce qu'à terme, on sait très bien que les taux vont remonter et que ça pèsera forcément un jour ou l'autre sur les générations à venir. Absolument. Quand vous avez des dettes de l'ordre, je vais citer par exemple le Valois-Perret qui a plus de 5 000 euros par habitant, même s'ils investissent énormément, ils investissent 1 300 euros par habitant. Ou Nice qui a été cité dans le reportage, qui a plus de 4 000 euros de dettes par habitant. On voit qu'on est très très au-delà. On a regardé beaucoup par rapport aux moyennes. Vous voyez, on est souvent dans des moyennes de entre 2 000 et 2 500 euros de dette par habitant. Et quand on est très au-delà de la moyenne, on voit que c'est problématique. Par ailleurs, il y a des villes qui s'en sortent très bien en investissement, qui sont très très bien gérées et qui arrivent à avoir des niveaux de dette de l'ordre de 400 euros par habitant. C'est le cas à Versailles, c'est le cas à Issy-les-Moulineaux. Et là, on voit que l'investissement est là. La qualité de gestion est là et pour autant la ville investit. Benjamin Correa, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'inspire pas grand-chose parce que c'est un travail lourd, techniquement, etc. Il faudrait pouvoir le regarder en détail. Donc, si vous voulez, je vais pas ici porter un jugement sur ce travail qui mérite qu'on s'y penche. Le regret, parce que c'est... Et vous avez 1 minute pour l'exprimer. Voilà, donc le regret, c'est d'avoir fait une étude uniquement comptable, si je peux dire, c'est-à-dire d'avoir essayé d'agréger différentes données strictement financières. Moi, j'aurais aimé, en tout cas, c'est une des choses qui m'intéresserait, savoir
c'est quoi ces dépenses de fonctionnement, c'est quoi ces dépenses d'investissement? Est-ce qu'on a dépensé de l'argent pour rénover des centres urbains et en faire des hôtels 5 étoiles, ou est-ce qu'on les a rénovés sur place pour permettre aux gens d'habiter dedans? Est-ce que dans les dépenses de fonctionnement, il y a du soutien aux crèches, de l'aide alimentaire, des aidants, etc. Moi, ça m'aiderait davantage. Et les économies sur qui et sur quoi on les a fait. Donc, si vous voulez, je ne mets pas en cause le travail que vous avez fait. Je dis que moi, ce que j'aurais aimé connaître, et je pense que ce que beaucoup de citoyens aimeraient connaître, c'est ces données-là. Commencer par les habitants des villes concernées. Et voilà, mais parce que vous voyez, on trouve Grenoble très mal coté. Il se trouve que je connais bien la ville, et je sais qu'ils ont fait d'énormes efforts pour améliorer la qualité de vie. Ça se voit pas. Et Colombes très bien géré, mais avec parfois des... Non, mais c'est vrai qu'à Grenoble, il y a une dette très importante, de plus de 3 700 € par habitant. Alors là, on voit que la ville essaie de baisser un peu la dette, quand même. Donc il y a aussi une prise de conscience. Et la note de Grenoble, c'est vrai qu'elle n'est pas très forte, mais elle a augmenté entre 2014 et 2018. Donc on montre aussi les évolutions. Ce qui est important, c'est qu'on prend en compte que les vrais investissements, pas le remboursement de la dette, etc. etc. Donc tout ce qu'on a pris en investissement, et par ailleurs, on a toutes les données justement d'équipement des villes. On a bien sait compris. Exactement combien il y a de stades, combien il y a de piscines. Oui, c'est ça qu'on voudrait voir. Avec les bémols sur le volet social. Attention, après, on rentre aussi dans de la subjectivité, et c'est beaucoup plus difficile d'additionner cela des bâtiments critères publics bien entretenus. Voilà, c'est très difficile. Mais... Voilà, la subjectivité des chiffres, elle est là, et dans cette étude, on est vraiment très carré. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Très très bonne soirée sur Public Sénat.